pour échanger après l'heure, si ça vous va. Je vais partager mon écran. Je vais partager celui-là. Partager. Alors, c'est en lien avec la gamification, mais aussi avec tout ce qui est le monde de la formation. Et notamment, on va pas mal utiliser PowerPoint dans le monde de la formation. Et du coup, ça me paraissait intéressant de commencer par ça. Est-ce que PowerPoint, c'est une bonne idée? Est-ce que vous voyez mon écran? C'est bon, Ouais, nickel. c'est bon, on te voit. OK. Et ouais, recording in progress. OK. Donc, première thématique qui m'intéressait, c'est est-ce que PowerPoint, c'est une bonne idée et à quoi finalement ça sert PowerPoint? Et hop, vais partager. Du coup, j'ai eu ces informations d'une méta-analyse qui date de 2018 et qui s'intitule Does Teaching with PowerPoint Increase Student Learning? Meta-analysis. Et si vous ne savez pas comment... Ah oui, non. D'abord, je vais vous parler très rapidement de ce qui était dit en introduction. En 2012, disent les auteurs, il y a 67% des professeurs universitaires qui utilisent PowerPoint. Moi, à l'université, c'était quasiment 100%. Il n'y avait que les très très vieux qui n'utilisaient pas PowerPoint. Et je pense qu'on doit être bien au-dessus maintenant. Et donc ça, c'est une information que j'avais trouvée dans l'introduction. Et en fait, pour mesurer l'apprentissage, les chercheurs se sont intéressés à quatre indicateurs. Une réponse à un quiz qu'ils avaient créé eux-mêmes, des questionnaires auto-rapportés des participants qui disaient avoir appris des choses, la moyenne ou les résultats au cours universitaire. Ils ont trouvé 48 études, dans toute la littérature scientifique, ils ont trouvé 48 études qui mesuraient le lien entre l'utilisation de PowerPoint et l'apprentissage. Et donc, la méta-analyse, d'un point de vue graphique, ça donne ça. Ça s'appelle un forest plot ou un graphique en forêt. Et en fait, l'idée, c'est ici, vous voyez ici le point zéro. En fait, si la moyenne touche zéro, ça veut dire qu'il n'y a pas d'effet. Si la moyenne est en dessous de zéro, ça veut dire qu'il y a un effet négatif de PowerPoint sur l'apprentissage. Et si c'est au-dessus de zéro, ça veut dire qu'il y a un effet positif de PowerPoint sur l'apprentissage. Et en fait, ce qu'on voit, c'est qu'il y a une partie des études qui semble montrer un effet négatif de PowerPoint sur l'apprentissage, une partie en bas des études qui semble montrer un effet positif de PowerPoint sur l'apprentissage. Et en fait, l'immense majorité des études qui ont été collectées montrent qu'il n'y a juste pas d'effet du tout de PowerPoint sur l'apprentissage. Et en fait, la moyenne qui se trouve ici, hein, elle inclut zéro, ce qui signifie qu'effectivement, la majorité des études tendent à montrer qu'il n'y a juste pas d'effet de PowerPoint sur l'apprentissage. Ça, c'est une étude de 2018 qui inclut du coup 48 études, ce qui est quand même, voilà, on est quand même relativement sûr de cet effet. Et en fait, après, je suis allé voir un peu sur Google ce qui se passait, ce que les gens en disaient. Et c'est intéressant parce qu'il y a plein d'articles sur le sujet. Why universities should get rid of PowerPoint and why they don't. Harvard qui a découvert que PowerPoint est pire qu'inutile. Pourquoi PowerPoint est en train de détruire l'éducation. Les universités devraient bannir PowerPoint. Les usages et abus de PowerPoint dans l'apprentissage des sciences de la vie. Et puis, quand même, il y a des articles un peu plus raisonnables qui disent que la recherche révèle que PowerPoint n'est pas forcément à blâmer. En fait, il y a plein d'articles sur le sujet. Et en fait, au final, quand j'ai lu un petit peu ce qui se passait à ce niveau-là, j'ai essayé de synthétiser quel était le problème avec PowerPoint, qu'est-ce qui faisait que ça n'avait pas forcément d'effet sur l'apprentissage. Et en fait, le premier problème, c'est que les bullet points, hein, parce que j'ai fait un bullet point pour illustrer les bullet points, en fait, ça simplifie la pensée. On va mettre en une phrase ce qu'on aurait pu mettre en un paragraphe. Ça donne aussi une illusion de clarté et de compréhension. Parce que effectivement, en résumant un paragraphe en une phrase, on va avoir l'impression d'avoir tout compris, alors qu'en fait, tout est un peu plus subtil, tout est un peu plus complexe. Les slides, ça fonctionne aussi de manière linéaire, sans possibilité de revenir en arrière. Contrairement, je ne sais pas si vous avez déjà analysé la manière dont on lit des livres, par exemple. Quand on lit des livres, on va avoir beaucoup tendance à revenir à la page d'avant, à revenir 2 pages avant pour reprendre un paragraphe qu'on avait loupé. Et en fait, on ne lit jamais juste en ligne droite, ce qu'on est obligé de faire avec des PowerPoints. Et puis, PowerPoint, ça n'encourage pas vraiment non plus à la réflexion par le participant qui est passif face à la présentation, ce qui est aussi illustré par notre webinaire actuel où je vous ai dit dès le début que voilà, j'allais vous dérouler le truc et qu'on n'allait pas interagir ensemble, du moins dans un premier temps. Mais par contre, il y a quand même des points positifs et c'est là où je voulais en venir par la suite. C'est à quoi ça sert PowerPoint. Et en fait, ce que montrent les études, c'est que ça sert
à la fois satisfaire les professeurs ou les formateurs qui peuvent se rassurer d'avoir produit un contenu de savoir facile à délivrer aux élèves. On a créé du savoir à partir de PowerPoint. Et aussi les élèves qui pensent que les connaissances nécessaires pour avoir une bonne note se trouvent dans le PowerPoint. Et c'est aussi la raison pour laquelle on a beaucoup d'élèves à l'université qui demandent si le PowerPoint sera en ligne immédiatement. Comme ça, ils savent qu'ils vont pouvoir réussir avec PowerPoint à avoir toutes les connaissances nécessaires. Et tout ça, ça a été un petit peu, en fait, là, ce dont je vous ai parlé, ça a été écrit dans cet article qui s'appelle PowerPoint Presentation Technology and the Dynamics of Teaching, qui date de 2006, un petit peu plus ancien, mais qui est très intéressant justement pour parler de ses points positifs et négatifs. Il y a aussi un livre qui s'appelle How PowerPoint Makes You Stupid, voilà, qui est assez marrant, assez intéressant. Bon, mais du coup, si ça améliore pas l'apprentissage, ça améliore quand même la satisfaction. Donc, c'est intéressant et on pourrait se dire, mais si ça améliore la satisfaction, peut-être que d'un point de vue indirect, ça améliore aussi l'apprentissage. Le souci, c'est qu'il y a des articles qui montrent, notamment celui-ci de Yenek, qui montre qu'en fait, il n'y a pas de relation entre la satisfaction et l'apprentissage. C'est pas parce qu'on est content de notre formation qu'on a appris quelque chose, et c'est pas parce qu'on a appris quelque chose qu'on est satisfait de notre formation. Donc ça, c'est quand même quelque chose d'important de savoir qu'il n'y a pas de corrélation entre la satisfaction et l'apprentissage. Et donc, take-home message de cette première thématique, si vous devez retenir qu'une seule chose de cette première thématique, c'est que PowerPoint, ça ne sert pas à apprendre, ça sert à satisfaire le formateur et le participant. Voilà, ça c'était la première thématique. Deuxième thématique qui m'avait intéressé, c'était l'art de prendre des bonnes décisions. Donc là, on va parler justement des biais cognitifs, parce que c'est quelque chose, vous allez voir, qui me tient à cœur, notamment de voir la différence entre ce qui est dit dans la littérature scientifique et ce qu'on essaie de mettre en évidence et ce qui est dit auprès du grand public. Et il y a souvent pas mal de différences. Donc pour ça, je vais revenir au tout début avec la notion d'utilité espérée, qui est une notion qui a été créée par Bernoulli et puis après qui a été appliquée à la prise de décision individuelle par von Neumann et Morgenstern en 1947. Et utilité espérée, en fait, c'est à partir du moment où on a un monde qui est certain, on va pouvoir prendre une décision qui est sûre. Et donc, typiquement, c'est est-ce que je prends un parapluie? Voilà, on va prendre une décision, est-ce que je prends un parapluie ou non? Bah, s'il pleut, oui. S'il pleut pas, non. Voilà, ça, c'est une décision simple, claire, sûre, nette. Il n'y a pas de problème. Le problème, en fait, c'est qu'est-ce qui se passe dans des situations incertaines. Et c'est là où on va parler d'utilité espérée subjective. Et c'est Savage en 1954 qui en parle. Et là, les questions je prends un parapluie, bah, en fait, on sait rarement s'il va pleuvoir. Et donc, c'est si je pense qu'il risque de pleuvoir, oui. Mais sinon, non. Donc là, on est dans une situation de certitude versus une situation d'incertitude. Donc là, on se dit, OK, c'est super, on a une bonne compréhension de comment fonctionne la prise de décision, l'utilité espérée quand on est certain, l'utilité espérée subjective quand on n'est pas certain, et ça va remplir un certain nombre de cas. Le problème, c'est qu'il y a des paradoxes à ce type de prise de décision qui font qu'en fait, on ne va pas forcément prendre la meilleure décision, alors que pourtant, on est dans une situation où on pourrait prendre la meilleure décision. Un de ces paradoxes, c'est le paradoxe d'Allais. Si je vous dis, premier choix, vous avez 100% de chance de gagner 10 000 euros ou 90% de chance de gagner 15 000 euros et du coup 10% de chance de ne rien gagner, qu'est-ce que vous allez choisir entre les deux? Bah, la majorité des personnes, moi inclus, vont préférer la première option, 100% de chance de gagner 10 000 euros. Comme ça, je suis sûr de gagner. De l'autre côté, si on vous dit vous avez 10% de chance de gagner 10 000 euros et 90% de chance de ne rien gagner, ou 9% de chance de gagner 15 000 euros et 91% de chance de ne rien gagner, la majorité des personnes vont plutôt préférer les 9% de chance de gagner 15 000 euros. Donc en fait, dans le premier cas, on va préférer la sûreté, alors que dans le deuxième cas, on va préférer le risque. Donc en fait, là, on n'est plus du tout dans une notion d'utilité espérée, on est vraiment dans une notion de préférer la sûreté plutôt que l'utilité. Or, si on devait réfléchir en termes d'utilité espérée, en fait, on devrait ici, dans le premier cas, choisir les 90% de chances de gagner 15 000 euros. Parce que l'utilité espérée, imaginons que 100 personnes choisissent de jouer à ce jeu, bah, en fait, on gagnerait en moyenne 12 500 euros au lieu de ce qui est supérieur à 10 000 euros. Donc, on devrait préférer les 90% de chances de gagner 15 000 euros. Donc, il y a un truc qui fait que l'utilité espérée subjective, ça fonctionne dans la majorité des cas, mais il y a des cas où ça ne fonctionne pas parce qu'on va avoir certains types de préférences et pour le dire plus simplement, certains types de biais.
Et maintenant, je vous pose aussi une autre question. Je vous fais réfléchir un petit peu sur cette thématique. Imaginez que vous sortiez de chez vous, vous avez un billet dans votre poche de 10 euros euh, et vous perdiez ces 10 euros. Voilà, dans la rue, ça tombe de votre poche, vous perdez les 10 euros. Et puis, bah, une personne vous dit, ah, bah, vous inquiétez pas, c'est pas grave, je vais vous redonner une certaine somme d'argent pour que ça compense. Quelle est la somme d'argent qu'il faudrait que la personne vous donne pour que, d'un point de vue émotionnel, vous ayez une compensation? D'un point de vue rationnel, il vous faudrait 10 euros. Vous avez perdu 10 euros, vous regagnez 10 euros. Bon, bah voilà, c'est rationnel. Sauf qu'en fait, ben, quand on mesure ça d'un point de vue expérimental, on se rend compte qu'il ne faut pas gagner 10 euros pour avoir le même contenu affectif qu'avoir perdu 10 euros. En fait, il faut avoir gagné 20 euros, le double. C'est-à-dire que pour se sentir aussi bien neutre qu'avant d'avoir perdu 10 euros, il faut avoir gagné 20 euros. Et en fait, ça s'appelle la théorie des perspectives. Et en fait, ça se montre ainsi. Parce qu'en fait, en abscisse, on a le montant qu'on va gagner à droite ou perdre à gauche. Et on va avoir la valeur subjective associée à cet argent en haut et en bas. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? En fait, quand je gagne 10 euros, donc là, je peux me mettre ici, en fait, c'est comme si j'avais gagné 6 ou 7 euros, quoi. J'ai l'impression d'avoir gagné assez peu. Quand je gagne 100 euros, j'ai l'impression d'avoir gagné 180 euros. Et puis quand je gagne 200 euros, j'ai l'impression d'avoir gagné 250 euros. Et puis après, plus j'augmente, et plus, vous voyez, si je gagne 2000 euros, j'aurai l'impression d'avoir gagné 2000 euros et ça ne changera pas forcément les choses. Par contre, quand je perds, on voit que si je perds 100 euros, c'est comme si j'avais perdu 250 euros. Si je perds 100 euros, c'est comme si j'avais perdu 250 euros. Et donc, en fait, si on était parfaitement rationnel, en fait, on aurait une droite parfaite ici où la valeur subjective serait parfaitement égale au montant. Et en fait, ce n'est pas le cas. Notre perception des sommes financières sont complètement différentes des sommes financières réelles. Et en fait, ça amène à un certain nombre de conclusions qui ne sont pas forcément liées directement à l'argent. Mais par exemple, on dit souvent qu'un mort, c'est quelque chose de dramatique, mais 1 million de morts, c'est une statistique. Et en fait, c'est vrai, on n'arrive pas à se représenter ce que c'est qu'1 million de personnes. Et donc, bah, on le rationalise plus facilement, alors qu'une personne, si on la connaît en plus, c'est tout de suite, ça nous affecte beaucoup plus. Et de la même manière, il y a cette forme d'aversion à la perte. C'est l'aversion à la perte, en fait, ça veut juste dire qu'ici, on devrait avoir une ligne droite, mais en fait, on a une ligne qui est beaucoup plus horizontale qu'elle ne devrait être oblique, tout simplement parce qu'à chaque fois qu'on va perdre un petit peu d'argent, on va avoir l'impression d'avoir perdu beaucoup. C'est ça l'aversion à la perte. Donc, ouais, tout ça, ça fait partie d'un certain nombre de théories et d'un certain nombre de phénomènes qui vont être théorisés sous la théorie des perspectives par Kahneman et Tversky en 1979. Et ensuite, ils vont le développer jusqu'en 1986. Et qui dit qu'en fait, la théorie de l'utilité espérée, elle fonctionne, mais on doit aussi prendre en compte un certain nombre de facteurs qui vont influencer notre prise de décision et la rendre un peu moins rationnelle que ce qu'elle aurait pu être. Ça peut être le contexte, hein, avec la formulation du choix qui est importante. C'est aussi ce qu'on va appeler l'effet du cadre, ce qui va donner naissance au nudge, mais ça, c'est encore quelque chose d'un petit peu différent. Le point de référence, hein, vous l'avez vu, 1 euro, ce n'est pas du tout la même chose que 10 000 euros. La différence gain-perte, quand on perd 10 euros, il faut gagner 20 euros pour revenir à la normale. Et puis tous les aspects émotionnels associés, et en particulier une émotion qui est très en lien avec la prise de décision, c'est l'aversion au regret. Ce n'est pas le regret directement, mais c'est le fait d'éviter de ressentir du regret. Et en fait, par rapport à ça, on va se rendre compte que quand on va se poser calmement pour prendre une décision ou qu'on va prendre une décision directe et intuitive, on va avoir des résultats qui sont relativement différents. Et donc, on va appeler ça la théorie du double processus. En fait, il y a plein de chercheurs qui vont avoir des théories du double processus qui vont être complètement différents. Je vous en ai mis trois qui sont un petit peu différentes, mais l'idée, c'est qu'à chaque fois, en fait, on va avoir un premier processus ou un deuxième processus et on va devoir faire le choix entre ces deux types de processus, ici, et puis ici et ici. Et en fait, je l'ai recréé moi-même pour vous expliquer un petit peu à quoi ça ressemble. En fait, quand on va être face à un choix, on va avoir deux systèmes qui vont se mettre en place. Un système réflexif qui va amener à une rationalité limitée parce qu'on n'a pas accès à toute l'information et parce qu'on n'a pas un processus qui est parfait. Ou alors un système intuitif qui, lui, va amener à des heuristiques. Et c'est justement ça que je voudrais vous définir par la suite. Donc, si on peut réfléchir et prendre notre temps, on va aller plutôt vers ce système réflexif. Et si on a besoin d'aller vite, et on va plutôt aller vers ce système intuitif. Et ça va nous amener à une qualité de décision qui va être proche de la rationalité parfaite dans certains cas, ou alors bah, on va dans
dans une qualité de décision qui va être très médiocre par rapport à la rationalité parfaite. Et on pourrait dire ici que c'est une erreur. La rationalité limitée, bah, elle va nous amener à prendre des décisions qui sont proches de la rationalité parfaite ou plutôt moyennes relativement à cette rationalité parfaite. Et les heuristiques, bah, elles vont aussi nous amener à des décisions qui sont pour une partie bonnes, voire très bonnes, et pour une certaine partie plutôt mauvaises. Et en fait, euh, l'idée, c'est de se poser la question qu'on se pose, c'est comment on fait pour améliorer cette qualité de décision, pour pousser notre rationalité et nos heuristiques à améliorer la qualité de décision. Et pour ça, bah, il y a plein de techniques. J'imagine que vous en connaissez quelques-unes. Une des techniques, par exemple, c'est de se poser et de faire les pour et les contre. Une décision, on va faire voilà, tout ce qui est pour, tout ce qui est contre. On va peut-être pouvoir mettre aussi comment on appelle ça? Des, j'ai plus le nom. Des cautions, pas des cautions. Des Enfin, pondérations? décider. Ouais, non, ouais, des pondérations, exactement. C'est ça, des pondérations pour dire, bah, finalement, cet argument-là, lui, il est très important. Cet argument-là, il est moins important, etc. On va pouvoir aussi lister les expériences passées parce qu'en fait, on peut avoir un certain nombre de biais qui fait que bah, même si nos expériences se sont bien passées, on va quand même éviter certaines situations. C'est le principe en fait des troubles anxieux. C'est qu'on va réinterpréter des expériences qui sont en réalité bien passées comme étant des expériences qui se sont mal passées, qui va nous pousser à éviter ces situations et qui va développer ce trouble anxieux, par exemple. Et puis aussi la possibilité de demander conseil à quelqu'un d'extérieur, et c'est intéressant parce qu'en réalité, souvent, on est assez mauvais pour prendre des décisions pour nous-mêmes, et ça arrive dans un certain nombre de cas que d'autres personnes bah, prennent des meilleures décisions pour nous que nous-mêmes. Donc voilà, ça c'est un petit peu les manières de faire. Et en fait, la question qu'on se pose, c'est non pas qu'est-ce que c'est qu'une heuristique, mais pourquoi il y a autant de variabilité ici dans nos heuristiques et dans notre prise de décision. Donc pour ça, il faut d'abord que je vous définisse rapidement ce que c'est qu'une heuristique. Une heuristique, c'est une opération mentale automatique, intuitive et rapide. Donc on pense rapidement à avoir une solution à notre problème sans forcément savoir pourquoi on a eu cette solution, sans forcément être conscient des raisons qui nous ont poussé à avoir ces résultats-là. C'est un raccourci cognitif qui nous permet du coup de faire un choix de manière rapide. Et en fait, il n'y a que trois heuristiques donc, c'est assez facile de s'en souvenir. La première, c'est l'heuristique de représentativité qui nous amène à avoir des stéréotypes ou de l'essentialisme ou de la typicité. Typiquement, ça veut dire quoi? Ça veut dire, je suis en face d'un objet, je ne sais pas trop ce que c'est. Si ça ressemble globalement à une chaise, je vais me dire c'est une chaise. Si ça ressemble globalement à un tabouret, je vais me dire c'est un tabouret. C'est parce qu'en fait, j'ai le prototype, j'ai l'essence de ce que c'est qu'une chaise ou un tabouret, et je vais pouvoir rapidement savoir que c'est ça et pas un piano ou autre chose. Donc ça, c'est l'heuristique de représentativité. Deuxième heuristique, c'est l'heuristique de disponibilité, qui est la facilité à se remémorer un élément associé. C'est la disponibilité que cet élément a en mémoire. Donc, typiquement, il y a un endroit que... qu'est-ce que j'avais pensé comme exemple par rapport à ça? Heuristique de disponibilité. Bah, j'ai perdu mon exemple. Mais en fait, l'idée, c'est simplement à partir du moment où il y a quelque chose que vous avez déjà rencontré, ce sera plus facile pour vous de vous en souvenir. Oui, je me souviens de ce que c'était. C'est si vous allez manger dans un restaurant avec des spécialités étrangères que vous ne connaissez pas, la première fois, vous allez pas trop savoir ce qui est mangeable, comment c'est mangeable, si c'est bon, etc. Puis en fait, petit à petit, au fur et à mesure d'expérimenter ces nouvelles saveurs, bah, vous allez savoir ce que vous aimez, ce que vous n'aimez pas, et vous allez savoir ce que vous allez vouloir ou pas. Donc, la première fois que vous allez aller dans ce restaurant, vous allez être face à la carte, vous n'allez pas savoir quoi choisir. Et puis petit à petit, vous allez prendre des décisions beaucoup plus faciles et savoir quoi choisir. Donc, c'est parce que vous avez cette facilité à vous remémorer tous les plats de la carte et les différentes saveurs qui sont associées. Et la troisième heuristique, c'est l'heuristique d'ancrage. Et l'heuristique d'ancrage, c'est tout simplement le fait de se baser sur une information pour en déduire une autre. Et en fait, les heuristiques d'ancrage, il y en a plein. Hein. Typiquement, quand vous dites à quelqu'un ah bah je croyais qu'on avait compris la même chose, bah, c'est une heuristique d'ancrage, c'est-à-dire que vous êtes basé sur le fait que vous ayez compris quelque chose pour avoir inféré à l'autre personne qu'elle avait compris la même chose, alors qu'en fait, elle n'a pas forcément compris la même chose. Et en fait, ces trois types d'heuristiques-là, qui sont en fait des manières dont notre mémoire a de fonctionner et a de faire des choix par rapport à ce qui est dans notre mémoire, c'est ce qui donne naissance à ce que des personnes ont appelé les biais cognitifs. Ces biais cognitifs qui ressemblent à ça, mais en fait, tout ça, là, ce que vous voyez, là, les centaines de biais cognitifs, ça ne correspond que
aux 3 heuristiques qu'on a en fait. Donc on pourrait faire le double ou le triple des biais, ça ne changerait rien. On pourrait les diviser par 2 si on veut, ça ne changerait rien. Au final, on n'aurait toujours que 3 heuristiques. Pourquoi? Si vous prenez par exemple le biais de confirmation, c'est une heuristique d'ancrage en fait. Si vous avez quelque chose qui a fonctionné, vous le refaites, ça remarche encore, c'est parce qu'en fait, c'était facilement disponible en mémoire, donc vous êtes basé sur l'information précédente pour en déduire une information suivante. En fait, tous les biais fonctionnent comme ça. Le biais de Halo, si vous reprenez le biais de Halo, c'est exactement une heuristique de disponibilité, une heuristique d'ancrage aussi. C'est que vous avez inféré l'information que la personne vous donnait confiance pour dire qu'elle était compétente. Voilà, c'est aussi une heuristique d'ancrage. En fait, vous prenez tous les biais cognitifs, ce n'est qu'une forme de ces 3 heuristiques-là. Donc ça, c'était important pour moi de définir ce que c'est qu'une heuristique parce qu'en fait, ça me permet aussi de vous dire que savoir combien il y a de biais cognitifs, quels sont ces biais cognitifs, pourquoi il y a ces biais cognitifs, ça a assez peu d'intérêt en fait à partir du moment où on connaît ces 3 heuristiques-là. Alors, si je reprends juste mon système de double processus ici, on va avoir la très bonne décision en haut, la bonne décision au milieu, la mauvaise décision en bas. Et en fait, ce qu'on observe ici, ce que j'ai essayé de mettre en évidence, c'est qu'en fait, on va avoir des endroits, comme ici, où les heuristiques ou la rationalité limitée poussent à avoir une bonne décision. Et là où je veux en venir, c'est qu'en fait, on dit souvent qu'un biais cognitif, ou du coup une heuristique, ça pousse à prendre de mauvaises décisions, ça induit en erreur, etc. Et c'est complètement faux, comme vous pouvez le voir. En fait, un biais cognitif, ça pousse à prendre des décisions différentes de la rationalité mathématique, de l'utilité espérée subjective, et donc à prendre des décisions qui pourraient être suboptimales. Mais c'est pas, les décisions suboptimales, ça ne veut pas dire des décisions de mauvaise qualité, ça peut être des bonnes décisions, mais qui ne sont pas forcément les meilleures possibles. Rappelez-vous juste le premier exemple sur les 100% de chances de gagner 10 000 euros ou 90% de chances de gagner 15 000 euros. Si on prend les 100% de chances de gagner 10 000 euros, c'est une décision qui est suboptimale d'un point de vue de la rationalité parfaite, enfin de la rationalité mathématique. Il n'empêche que pour un être humain, c'est une décision qui est parfaitement cohérente, logique, et finalement qui est une bonne décision pour nous. Et donc, ça amène du coup un certain nombre de personnes. En fait, moi, je vois beaucoup sur LinkedIn ou là, sur YouTube, il y a la Tronchambier qui a fait une playlist sur la petite boutique des erreurs où ils essayent d'expliquer ce que sont ces biais cognitifs et en quoi ça nous affecte. Sauf qu'en fait, ce n'est pas des erreurs. Donc déjà, il y a une erreur dans le titre. Ce n'est pas une erreur, c'est juste une manière suboptimale de prendre des décisions. Ouais, donc il faut être quand même un peu vigilant avec ça parce que on a l'impression qu'à partir du moment où on est plein de biais, on est nul pour prendre des décisions. En réalité, on est plutôt bon pour prendre des décisions. On est beaucoup plus rapide que la machine pour prendre des décisions. Il suffit déjà le temps qu'on a pour coder l'algorithme pour qu'il soit suffisamment bon. C'est un temps qui est largement supérieur à ce que nous, on puisse prendre des décisions. Et en fait, moi, là où je voulais vous questionner un peu plus, c'est d'aller un peu plus loin que ces discours sur les biais cognitifs. Mais en fait, c'est intéressant quand on pose différentes questions à différentes personnes, on se rend compte que certaines personnes en fait, vont prendre des décisions qui sont vraiment bonnes, des décisions qui sont un peu moins bonnes, d'autres qui vont prendre des décisions encore un peu moins bonnes et d'autres des décisions encore un petit peu moins bonnes. Et en fait, on va avoir comme ça une sorte de différence entre les décisions de chaque personne alors qu'on est censé avoir le même biais. Donc, si on a le même biais, on devrait arriver à la même décision, sauf que ce n'est pas le cas. En fait, le fait qu'il y ait plein de possibilités de décisions différentes et que nous, en tant qu'êtres humains, on a des individualités qui nous poussent à avoir des décisions différentes, c'est ce qu'on va appeler le bruit. Et en fait, le bruit est complètement différent du biais. En fait, le biais, si on devait résumer, le biais, c'est une petite flèche descendante qui nous pousse un petit peu à prendre une décision qui est légèrement suboptimale. Vous voyez, je vous ai fait une petite flèche qui fait que si on avait pris une décision ici, en fait, elle serait ici parce qu'on a un biais. Mais en réalité, ce qui nous intéresse, c'est plutôt le bruit, c'est-à-dire vraiment cette variabilité énorme que l'on peut avoir entre nos prises de décision à nous. Le biais, c'est pas très important en fait. Ce qui est important pour nous, c'est le bruit. C'est qu'est-ce qui fait qu'on va prendre des décisions qui typiquement, si je suis un médecin, je vais prendre une décision qui peut-être va sauver la vie de quelqu'un ou peut-être va le tuer. On ne sait pas trop pourquoi, on ne sait pas trop comment, et ça va dépendre juste de variabilité individuelle. Et donc, connaître les biais cognitifs, ça n'empêche pas le bruit. Le bruit, il va être causé par plein de facteurs différents, et d'ailleurs, ils sont assez peu connus. On ne sait pas encore exactement d'où ça vient et comment on peut les modéliser, mais il y a forcément des liens avec l'humeur, la dynamique de groupe, les réactions émotionnelles,
tout ce qui est la situation, le contexte physique, le contexte psychologique, le contexte social, etc. Évidemment, c'est une grosse boîte pour dire il y a plein de choses et on ne sait pas trop ce que c'est, mais voilà. Et donc, si on revient en fait à notre question initiale de cette deuxième thématique, l'art de prendre des bonnes décisions, en fait, il faudrait le renommer l'art de diminuer le bruit et pas l'art de diminuer le biais. C'était un peu ça ma conclusion. Et en fait, comment on fait pour diminuer le bruit et pas le biais? En fait, Kahneman, dans son dernier livre sur le bruit, parle de l'hygiène de la décision. Et en fait, l'hygiène de la décision, ça existe déjà, en particulier dans le domaine des assurances ou dans le domaine justement des jugements médicaux avec les médecins. C'est des personnes qui sont formées justement à diminuer le bruit. Et en fait, ça marche comment? Bah, par exemple, en utilisant des algorithmes de décision dans lesquels on va faire rentrer de la rationalité mathématique, algorithmique, dans des décisions humaines. Mais on ne va pas uniquement se baser sur ces algorithmes, on ne va pas uniquement se baser sur des décisions humaines, on va se baser sur un mix des deux. On va aussi avoir la possibilité de faire des audits du bruit. C'est-à-dire qu'après avoir pris des décisions différentes entre individus, on va se poser la question de pourquoi on a pris des décisions différentes. Et ça va nous permettre par la suite d'avoir une relation, enfin, à avoir des jugements qui sont plus proches les uns des autres que ce qui aurait pu être si on n'avait pas fait cet audit. On a aussi la possibilité d'agréger des décisions de nombreuses personnes, ce qui est souvent le cas, ce qu'on appelle les staffs en fait dans le domaine médical, c'est les staffs. On va présenter des patients, on va présenter les traitements qu'ils ont, d'où ils viennent, pourquoi ils ont fait ce qu'ils ont fait, etc., etc. Et on va réfléchir, en fait, chacun va réfléchir à la meilleure décision à prendre et on va échanger ensemble avec des personnes qui ont des spécialités différentes, qui ont un vécu différent, etc. Et en fait, cette agrégation devrait donner un jugement qui est un peu meilleur que les décisions individuelles de chaque personne. Et enfin, standardiser les procédures de choix. Donc ça se fait souvent avec des arbres de décision où on va dire, telle personne a tel problème. Oui, non. Si oui, eh ben, on a tel traitement par rapport à tel, je sais pas, effet secondaire. Oui, non. Par rapport à tel autre effet secondaire. Oui, non. Par rapport à telle résistance. Oui, non, etc. Et à la fin, ça donne le meilleur traitement. Donc ça, c'est une forme de standardisation de procédure de choix. Donc en fait, il y a plein de manières de réduire le bruit. Et je pense qu'il faut vraiment s'axer là-dessus quand on parle justement de prendre de bonnes décisions, se baser sur le fait de créer une hygiène qui nous permette de prendre de meilleures décisions et pas vraiment sur le biais, parce que le biais, de toute façon, on ne peut rien y changer et c'est pas si important que ça. Derrière. Oui, Est-ce que tu peux, il y a quelques questions sur le chat, un peu ouais, redéfinir le bruit parce que ce n'était pas complètement clair ok. pour tout le monde. Il y a Et des bah, très tentatives de rapidement. définition, donc je Ah te bah, en laisse. fait, le bruit, en fait, c'est très simple, c'est que, hop, ici, c'est qu'en fait, si on vous pose une question, typiquement, si je vous avais dit, par exemple, là, si on reprend le paradoxe d'Allen à la question, est-ce que vous préférez 100% de chance de gagner 10 000 euros, 90% de chance de gagner 15 000 euros, 10% de chance de gagner 10 000 euros, 9% de chance de gagner 15 000 euros? Il y aurait une majorité de personnes qui auraient dit 100% de chance de gagner 10 000 euros, mais il y aurait eu des personnes qui auraient dit 90% de chance de gagner 15 000 euros, des personnes qui auraient dit 10% de chance de gagner 10 000 euros, etc., etc. La question qu'on se pose, c'est pourquoi il y en a qui ont fait le choix 1, le choix 2, le choix 3, le choix 4? Qu'est-ce qui fait qu'il y a autant de différences entre les individus? Et c'est ça le bruit, en fait. Le bruit, c'est le fait que en fait, le biais nous aurait dit on va tous faire le choix 100% de chance plutôt que 90% de chance. Donc, on a un biais tous ensemble, mais en fait, on se rend compte que si on a quatre choix, il y a des personnes qui vont se répartir sur les quatre choix. C'est ça le bruit. Le bruit, c'est le fait que chaque personne est unique et donc va faire un choix qui est unique, indépendant des autres, et que c'est un petit peu compliqué de savoir pourquoi on va avoir des choix différents. Alors, Ok. dans la majorité des expérimentations en prise de décision, souvent, c'est un choix bipolaire. Tu choisis A ou tu choisis B, tu choisis les 100% de chance ou les 90% de chance. Mais en fait, dans beaucoup d'expérimentations, on a des choix entre quatre possibilités, quatre options, 6 options, 10 options, et en fait, on se rend compte que en fait, on se répartit sur plein d'options différentes et c'est compliqué de savoir pourquoi. Et typiquement, je reprends un exemple cette fois, non pas expérimental, mais plus terre à terre. Quand vous êtes face à un patient qui a un cancer, que vous êtes médecin et que vous avez à votre disposition, je sais pas, une dizaine de médicaments différents, qu'est-ce qui fait que vous allez choisir un médicament plutôt qu'un autre? Vous allez avoir un biais qui va vous amener à choisir un médicament que vous connaissez déjà, mais peut-être que vous en connaissez 3 ou 4 médicaments déjà et que vous savez qu'ils fonctionnent bien. Qu'est-ce qui fait que parmi ces 3 ou 4 médicaments, vous allez en choisir un? Et ça, c'est le bruit.
J'espère que c'est un petit peu plus clair, mais voilà, en gros, l'idée, c'est les différences individuelles, quoi, le bruit. Alors que le biais s'intéresse plutôt à des différences générales de tout le monde. Est-ce qu'il y a d'autres questions auxquelles tu voulais que je réponde? Après, je crois qu'il n'y avait pas. Non, bah effectivement, ça reprend. Parce que la question sera à l'examen. Ziad demande. On verra. La recommandation est donc d'éviter la variété des avis. La recommandation, c'est de comprendre pourquoi il y a une variété des avis, c'est de faire des audits. On pourra avoir le PowerPoint, je vais en discuter avec Mickaël, mais j'aimerais bien, oui, pouvoir soit le mettre, quand on va le mettre sur YouTube, le mettre un lien en dessous pour avoir le Ouais, PowerPoint, carrément, aucun souci. le mettre dans le Slack, etc. On Mais oui, il n'y pourra a pas de faire du souci. meet-up, du Slack. Enfin, on va regarder ce qui est bien, mais vraiment aucun souci, Mais je pense, ouais, si ouais, tout bien était sûr, OK. bien sûr, bien sûr. OK. Yes. Bon, je crois qu'on est pas Euh, mal. donc je continue. Hop. Ouais, bah, il va y avoir un petit peu de temps. Parce qu'en fait, c'était vraiment la thématique la plus longue, hein, cette thématique sur le biais cognitif, parce que ça me tenait à cœur justement d'expliquer l'importance que ça a, le bruit cognitif par rapport au biais cognitif, qui vraiment n'a pas beaucoup d'importance, alors que dans les discours que l'on a, on voit beaucoup de personnes qui parlent de biais cognitif, quoi. Alors là, c'est Ouais. une thématique qui est beaucoup plus centrée sur la gamification. Et d'ailleurs, la quatrième thématique est aussi un petit peu plus en lien avec la gamification que les deux premières. Et en fait, la question qu'on se pose, c'est est-ce qu'il vaut mieux préférer la compétition ou la coopération? Et donc, je vous propose, mince, ça ne fonctionne pas. Hop, je vous propose une petite définition de psychologie sociale de la compétition et de la coopération. La compétition, ce serait, selon la psychologie sociale, certains auteurs de psychologie sociale, l'amélioration des performances par un effet de pression sociale avec la possibilité de gagner face aux autres compétiteurs. Donc, on est face à des personnes et on va essayer de les battre. L'objectif, souvent, c'est d'être premier. Et pour ça, bon, je ne vous ai pas tout listé parce que je n'ai pas réfléchi à beaucoup de manières différentes, mais généralement, on utilise un tableau des scores ou on utilise une course au temps. Il y a plein d'autres possibilités, évidemment, mais je pense que, moi, de mes connaissances, c'est ce qui est quand même utilisé la plupart du temps. En fait, il y a toujours un aspect destructif et c'est le yin et le yang, quoi. Il y a toujours un aspect destructif et constructif à tout. Et donc là, on peut dire que déjà, il y aura un aspect destructif quand l'objectif, c'est d'écraser les autres participants et de faire en sorte d'être premier, peu importe ce qu'on fait aux autres. Il y a un aspect constructif quand il est possible de s'encourager à progresser et de faire en sorte que on apprenne les uns des autres grâce à cette compétition. C'est ce qu'on pourra appeler une compétition amicale, en fait. Ah oui, je ne l'ai pas dit, mais là, c'est compétition versus coopération. Moi, dans ma tête, c'était dans le monde de la formation. C'est pour apprendre. Donc, effectivement, on peut faire de la compétition et de la coopération pour d'autres choses qu'apprendre, mais là, c'est vraiment dans un objectif d'apprendre. Et du coup, la coopération, si on reprend la définition de la compétition, ce serait l'amélioration de performance par pression sociale avec la possibilité de gagner avec les autres compétiteurs. Donc là, l'objectif, c'est pas de gagner contre ou face aux autres, c'est gagner avec les autres. Donc là, l'objectif, c'est pas d'être premier, c'est de réussir. Mais ça nécessite au moins deux choses. Ça nécessite premièrement des marqueurs d'appartenance sociale. C'est pour ça qu'assez souvent, on va avoir par exemple des maillots d'appartenance sociale. On va avoir un slogan, par exemple. On va avoir un logo, on va avoir tout ça. Et puis aussi, il faut absolument que l'objectif soit inatteignable seul, parce que si vous pouvez y arriver seul, ça ne sert à rien de coopérer avec les autres. C'est un aspect destructif quand il est possible de rester passif ou quand il y a une polarisation de la prise de décision. Je vais vous donner un exemple très simple. Un exemple de coopération que j'aime bien donner, c'est l'escape game. L'escape game, typiquement, si vous faites un escape game, que vous n'y connaissez rien et que vous êtes avec quelqu'un qui est un expert en escape game, il y a deux possibilités. Soit l'expert, il est sympa, il va vous laisser découvrir la pièce, mais du coup, il va s'ennuyer. Soit il n'est pas très sympa, il va tout découvrir et juste vous allez exécuter ce qu'il vous demande de faire. Dans les deux cas, soit vous êtes passif, soit il va y avoir une polarisation de la prise de décision et ça ne va pas être agréable dans les deux cas. Et par contre, il y a un aspect constructif quand il est possible de s'encourager à progresser, ce qui est exactement ce que j'ai copié-collé de ce qui est écrit à gauche. Donc, ça m'a fait gagner du temps sur cette slide. En fait, je vais vous présenter une méta-analyse, une nouvelle méta-analyse, mais cette fois, je ne vais pas vous présenter le graphique, je vais vous présenter les tableaux, ce qui va vous permettre de voir un peu à quoi ça ressemble, une méta-analyse d'un point de vue statistique. Cette méta-analyse s'appelle Gamification of In-Class. Ah non, c'est pas celle-là. Ça, c'est un article qui reprend en fait ce que j'ai dit un petit peu avant. Gamification of In-Class Activities in Flipped Classroom Lectures, qui date de 2020. Donc, vous voyez, la plupart des articles que je vous ai mis, c'est des articles très récents. Et en fait, ce qui nous explique, c'est que ce n'est pas la compétition ou la coopération qui est destructive ou constructive, c'est la perception individuelle et le dispositif.
C'est-à-dire que ce n'est pas la compétition, la coopération en tant que telle qui va être destructive ou constructive, c'est la manière que l'on a de ressentir cette compétition et cette coopération et la manière dont celui qui l'a créé justement. Et de ce fait, on a plein d'exemples d'études en fait qui montrent des aspects de compétition et de coopération qui n'ont pas fonctionné. Par exemple, quand l'objectif est trop facile à atteindre, on ne va pas avoir besoin de coopérer. Ou alors la compétition, en fait, c'est nul, hein. Si tout le monde réussit, il n'y a pas forcément besoin de compétition. Attendez, il y a juste ma webcam qui est hop. La différence de niveau entre les participants. Je vous ai expliqué ça sur les escape games, hein. Et puis la difficulté du sentiment d'inclusion. Et c'est vrai que quand on fait de la coopération, si on ne se sent pas inclus dans l'équipe et que tout le monde va prendre des décisions sans nous, la coopération ne va pas avoir des effets bénéfiques sur nous, hein. Et donc c'est là où je vous parle de la méta-analyse, The Gamification of Learning, qui elle aussi date de 2020. Mais ça, on s'en fiche. Et du coup, je vous explique un petit peu les tableaux de résultats. Donc déjà, il y a les titres. Il y a 3 tableaux de résultats différents. Le premier, c'est sur les apprentissages cognitifs, les résultats d'apprentissage cognitif. Donc c'est ce que la personne a vraiment retenu en tête. Le deuxième, c'est pour les résultats d'apprentissage motivationnel. C'est ce qui va l'amener à vouloir le réutiliser, ce qu'il a appris. Et le dernier, c'est sur les résultats d'apprentissage comportementaux. C'est sur ce qu'il a vraiment fait par la suite de cette compétition ou de cette collaboration. Donc ça, c'est pour les 3 tableaux. Et ensuite, on va faire en fait colonne par colonne. Je vais vous expliquer la plupart des colonnes. Ici, on va avoir le modérateur, donc ce qui va modérer l'effet de l'apprentissage. Et nous, ce qui nous intéresse ici, c'est la compétition, la collaboration et compétition plus collaboration. Et en fait, ça se répète ici, hein, compétition, compétition plus collaboration. Et ici aussi, compétition, compétition plus collaboration. Deuxième colonne, c'est les p-valeurs, on s'en fiche de ce que c'est. La troisième colonne, c'est la taille d'effet qui s'appelle le G de Edge. La taille d'effet, ça va de 0 à plus l'infini. À 0, il n'y a pas d'effet. Et plus l'infini, il y a un effet énorme. Et on dit souvent que l'effet, en psychologie, l'effet est important à partir de 0,3. Peu importe, ça ne correspond pas à grand-chose, mais c'est juste une convention qu'on s'est donnée. Ici, on a l'intervalle de confiance à 95% de ce G. Donc, en fait, l'idée, c'est juste de dire, si cet intervalle de confiance inclut 0, a priori, c'est possible qu'il n'y ait pas d'effet. Si l'intervalle de confiance n'inclut pas 0, c'est qu'il y a un effet. Ici, on a le nombre de tailles d'effets qui ont été inclus dans la méta-analyse et ici, le nombre de participants inclus dans la méta-analyse. Donc, ici, on a 7 effets et 762 participants. Voilà. Et puis, tout le reste, on s'en fiche, c'est pas important. Donc, prenons ce premier tableau, le tableau sur les résultats cognitifs. Et en fait, ce qu'on voit, c'est qu'en termes de compétition, on voit un effet de 0,50 et entre 0,34 et 0,67 avec 9 effets différents et 922 participants. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'on est globalement sûr, avec un certain nombre d'effets différents, que la compétition, c'est un effet positif sur l'apprentissage. Ça, c'est cool. Deuxième, la collaboration, là on voit un effet de 0,40, mais qui inclut 0, hein, moins 0,67 à 1,48, et il n'y a que 2 tailles d'effet et 195 participants, donc en fait on n'est pas sûr que la collaboration, ça améliore l'apprentissage, et en fait il n'y a juste pas beaucoup d'études sur le sujet qui ont été mises dans cette méta-analyse. Et par contre, compétition plus collaboration, on voit une taille d'effet de 0,63, donc supérieure à 0,50, et qui n'inclut pas 0, hein, ici on a 0,06 et 1,20, et qui inclut 5 tailles d'effet et 275 participants. Donc en fait, on a l'impression que la compétition plus collaboration, ça a un effet sur l'apprentissage cognitif, et en plus, ça a un effet qui est supérieur à la compétition et évidemment à la collaboration, vu qu'il n'y a pas d'effet de la collaboration. Et donc, on fait la même chose pour les 2 autres. Ici, la compétition, on voit qu'il n'y a pas d'effet de la compétition sur la motivation, ce qui est super intéressant parce que on devrait se dire que la compétition, c'est fait pour motiver les gens, mais en fait, on observe qu'il n'y a pas d'effet. Et en plus, ce qui est assez fou, c'est qu'on a 11 tailles d'effet et 1700 participants, ce qui est beaucoup. Donc en fait, on est quand même relativement sûr que la compétition n'a pas d'effet sur la motivation. Et pareil pour la collaboration, même s'il n'y a que 2 tailles d'effet et 300 participants, ce qui est quand même beaucoup moindre, en fait, on a l'impression qu'il n'y a pas d'effet non plus de la collaboration sur la motivation. Et par contre, compétition plus collaboration, on voit une taille d'effet de 0,63 qui n'inclut pas 0, et avec 4 tailles d'effet et 269 participants. Donc là, on se dit, mince, en fait, la compétition seule, ça n'a pas d'effet sur la motivation. La collaboration seule, ça n'a pas d'effet sur la motivation. Mais la compétition plus collaboration, ça a un effet sur la motivation, ce qui est quand même assez fou.
Et en fait, bon, là, je vous propose d'aller juste un peu plus loin dans l'analyse, mais en fait, si on regarde le I carré ici, qui est le taux d'hétérogénéité entre études divisé par le taux d'hétérogénéité totale, il est de 0%. Et en fait, ce que ça veut dire, je vous traduis, c'est qu'en fait, ça provient que d'une seule étude. C'est-à-dire qu'effectivement, il y a 4 tailles d'effets, mais ces 4 tailles d'effets proviennent d'une seule étude. Donc, en fait, ça réduit l'importance de cette découverte qui est que, bah oui, effectivement, il y a un effet, mais comme ça provient que d'une étude, est-ce que ce n'est pas juste une étude qui un petit peu surestimait l'effet? On ne peut pas trop le savoir. Mais bon, ça reste quand même intéressant de le noter. Et ici, donc sur les résultats comportementaux, on a l'effet de la compétition qui inclut 0 aussi. Donc, la compétition n'a pas d'effet sur les apprentissages comportementaux. La collaboration, il n'y a même pas d'études qui l'ont testé. Et par contre, compétition plus collaboration, on a une taille d'effet de 0,70 entre 0,41 et 0,99. Donc là, on a un effet très fort de compétition plus collaboration. Mais encore une fois, l'i carré est de 0, ce qui nous indique que ces 3 tailles d'effet et ces 135 participants proviennent de la même étude. Donc en fait, c'est quand même assez limité. Donc, ce que je voulais vous dire d'un point de vue plus global, c'est qu'en fait, si on reprend les 3 tableaux, et c'est pour ça que j'ai mis les 3 tableaux ensemble, c'est que systématiquement, dans les 3 tableaux, l'effet compétition plus collaboration est supérieur à l'effet collaboration et à l'effet compétition seul. Et c'est ça un petit peu ma conclusion par rapport à ça. Take home message. C'est que les indicateurs pro-compétition, pro-collaboration pour l'apprentissage sont assez peu avancés. On a en fait très peu d'études qui se sont intéressées à l'effet de la compétition ou de la collaboration sur l'apprentissage, mais que d'après les indicateurs que l'on a en 2020, le mix compétition et collaboration est supérieur à la compétition ou collaboration tout seul. Dit autrement, ce qui fonctionnerait le mieux, ce serait la compétition en équipe. En fait, c'est la compétition dans laquelle on peut avoir de la collaboration au sein d'une même équipe. Ça, c'est le take-home message de cette 3e thématique relative à la gamification. Je prends très rapidement faire des équipes elles-mêmes en compétition. Ben voilà, bravo à Julien, ouais, tu as exactement la même conclusion que moi. Et donc, ça nous amène à la 4e thématique, qui est, en fait, je vous ai listé un certain nombre de règles de créativité qui viennent d'études récentes et que j'apprécie beaucoup parce que ça va, je pense, aussi à l'encontre de ce qu'on a l'habitude de connaître. Et du coup, ça me fait plaisir de vous les partager. La première règle de créativité, elle provient de Brooks et Hung en 2019 dans un article qui s'appelle The Practice of Creativity. Je ne sais pas si vous connaissez la règle des 10 000 heures. En fait, c'est une règle que certains Américains, je ne sais pas d'où ça vient en fait, mais en fait, il y a plein d'Américains qui en parlent et c'est arrivé aussi en France, qui vous disent en fait, pour être expert en quelque chose, il faut avoir passé 10 000 heures à le faire. C'est complètement faux de manière générale parce que si vous faites 10 000 heures les mêmes erreurs, à la fin, vous aurez peut-être quelques erreurs qui auront sauté, mais vous ne serez pas un expert en fait. La meilleure manière d'être un expert, en fait, c'est qu'un expert vous explique comment ça marche, quoi. Donc, c'est de la formation. Bref, ce n'était pas de ça dont je voulais vous parler. Mais en fait, l'idée qu'ils avaient eue, ces 2 chercheurs-là, c'est de dire, mais si cette règle des 10 000 heures existe, ça veut dire qu'on peut amener les personnes, en faisant plein de créativité tout le temps, à être de meilleurs êtres créatifs. Donc, ils ont testé ça. Ce qu'ils ont fait, en fait, c'est qu'ils ont pris 830 participants et ils leur ont demandé, en fait, de pratiquer tous les jours la créativité en demandant de créer des nouveaux logos, des nouvelles marques, des nouveaux mots dans un objectif marketing, en fait, pour des nouvelles marques. Et en fait, ce qu'ils se sont rendus compte, c'est que plus les jours passent, plus les idées convergent vers le même type d'idées et moins elles sont originales. Et ce qu'ils remarquent aussi, c'est qu'il y a une forte influence de la routine, c'est-à-dire qu'avoir des idées originales, ça nécessite de sortir de la routine. C'est-à-dire que les participants les plus créatifs, c'était les participants qui avaient des idées dans des lieux différents, parce qu'ils avaient fait des tâches différentes, parce qu'ils étaient partis en vacances, parce que, enfin voilà, à partir du moment où ils sortent de leur cadre initial, ils deviennent un peu plus créatifs, ils arrivent à avoir des idées un peu plus originales. D'ailleurs, ça me fait penser que je ne vous ai pas dit comment mesurer la créativité, mais je vais vous le dire. En fait, il y a 3 indicateurs de la créativité qu'on mesure généralement. C'est le nombre d'idées, l'originalité des idées et l'utilité des idées. C'est-à-dire qu'avoir plein d'idées originales, c'est pas très créatif parce qu'en fait, si on peut inventer des mots à l'infini, c'est pas créatif en fait. C'est ok, tu as inventé des mots, c'est bien pour toi. L'important, c'est d'avoir des idées originales, mais qui soient utiles et d'avoir plein d'idées. Avoir des idées utiles, c'est cool, mais si vous avez que très peu d'idées utiles,
Bon, et puis surtout, si vous réinventez la roue, c'est-à-dire que si vos idées ne sont pas originales, si vos idées utiles, c'est des idées qui existent déjà, ce n'est pas créatif non plus. Donc il faut, pour être créatif, il faut avoir un mix entre avoir suffisamment d'idées, mais des idées qui sont originales et qui sont utiles. Ici, dans cette étude-là, ils se sont uniquement intéressés à la créativité en tant qu'originalité, ce qui est évidemment une limite de l'étude, mais c'est intéressant quand même de voir cet impact sur l'originalité. Et donc, c'est l'impact de la routine sur l'originalité. C'est que si vous voulez être sur la créativité, si vous voulez être créatif, il faut sortir du cadre, il faut éviter de le faire dans la routine. Et donc, ça ne sert à rien de s'entraîner à être créatif tous les jours parce qu'en fait, tous les jours, vous êtes dans la routine. Aussi, un dernier point que je trouvais intéressant de vous parler, même si c'est anecdotique, mais c'est intéressant quand même, c'est que en fait, ils avaient fait 2 groupes pour tester. Un groupe où ils leur demandaient de faire preuve de créativité le matin et un groupe le soir. Et en fait, le groupe du matin était plus créatif que celui du soir. Ce qui est intéressant parce qu'on dit souvent qu'on est plus créatif le soir que le matin et que le matin, on est plus dans les tâches, etc. Cette étude tend à montrer que ce n'est pas du tout le cas. Et eux ont trouvé qu'on était plus créatif le matin. Bon, prenons ça avec des pincettes quand même, hein, c'est juste un effet comme ça. Mais voilà, ça me paraissait intéressant de vous en parler. Ils ont fait une autre étude en 2022. En fait, ils ont mis 3 ans pour faire cette étude. C'est pour ça que je voulais vous en parler aussi, c'est parce que c'est vraiment une étude super intéressante. Ils ont fait 5 expérimentations différentes et ils l'ont appelé le paradoxe de la créativité. On avait parlé du paradoxe d'Allais dans la prise de décision, mais là, c'est le paradoxe dans la créativité. Ils ont fait du coup 5 études. Dans les 2 premières études, ils ont demandé à des personnes de lister autant d'idées que possible et à un autre groupe de lister autant d'idées créatives que possible. Donc la différence était que dans un groupe, ils ont ajouté le terme créative. Étude 3, ils ont demandé à des personnes d'être plus créatifs qu'un expert en créativité et à un autre groupe, ils leur ont demandé d'être plus créatifs que les autres participants. Et dans l'étude 4 et dans l'étude 5, ils ont demandé aux participants de dire les pensées qui lui viennent à l'esprit. Et dans l'étude 5, en plus, il y avait une étude de mindfulness. Mais en fait, dans toutes ces études-là, vous voyez la différence à chaque fois. C'est qu'il y a un groupe à qui on leur a dit d'être créatif et il y a un groupe auquel on n'a pas dit d'être créatif. Et en fait, l'idée, c'était de tester si les personnes à qui on dit d'être créatives sont plus créatives que les personnes à qui on n'a pas dit d'être créatives. Et en fait, ce qu'on découvre, c'est que systématiquement, les personnes à qui on a dit d'être créatives trouvent moins d'idées nouvelles que les autres. Ici, en noir, pareil, moins d'idées nouvelles que les autres. Ici, en noir, moins d'idées nouvelles que les autres. Ici, en noir, moins d'idées nouvelles que les autres. Ici, bon, il n'y a pas d'effet. Ici, pareil, moins d'idées nouvelles que les autres. Et ici, moins d'idées nouvelles que les autres. Et en fait, si on reprend les 5 études, si ça touchait 0, le groupe créatif avait autant d'idées créatives que le groupe contrôle. Si on était au-dessus de 0, le groupe créatif avait plus d'idées créatives que le groupe contrôle. Et si on est en dessous de 0, le groupe créatif aurait moins d'idées créatives que le groupe contrôle. Et c'est ce qu'on observe. Parce que systématiquement, le groupe créatif, le groupe à qui on a demandé d'être créatif, génère moins d'idées créatives que le groupe contrôle. C'est un paradoxe. C'est un paradoxe parce qu'en fait, dire aux gens il faut que vous soyez créatifs, ça les rend moins créatifs. Ouais, c'est quand même assez fou. C'est quand même super intéressant. J'ai trouvé cette étude super intéressante. Voilà, donc le take-home message, demander explicitement à être créatif, ça rend un peu moins créatif. Ensuite, je voulais parler d'une étude que j'ai moi-même réalisée et je pense que ça va beaucoup vous intéresser. Moi, je trouve que c'est fascinant, cette étude-là. En fait, j'ai répliqué une étude d'Adams et collaborateurs qui date de 2021. En fait, ce qu'ils demandaient aux participants, et en fait, ils leur proposaient ce plan-là que vous voyez devant vous, qui est un plan de parcours de golf. Vous voyez ici les trous sur lesquels on peut mettre la balle de golf et ici le trou pour marquer. Je suis nul en golf, je ne sais même pas comment on dit, mais pour marquer le trou, quoi, pour gagner des points, quoi. Et en fait, il y a plein de détails sur ce parcours de golf. Et en fait, ce qu'on leur demandait aux participants, c'est de générer des idées pour améliorer le parcours, pour améliorer le trou de golf, ou dégrader le parcours, dégrader le trou et les éléments qui sont autour du trou. Donc, on avait 2 groupes, un groupe amélioration, un groupe dégradation, générer autant d'idées que possible pour. Donc, par exemple, on disait pour améliorer, on pourrait supprimer cette barrière rouge, on pourrait supprimer le sable, on pourrait ajouter des dos d'âne, on pourrait ajouter des fleurs, on pourrait modifier le parcours pour qu'il soit non pas carré, mais circulaire, etc. Enfin, il y a plein d'idées possibles. Et en fait, je laissais les participants générer jusqu'à 24 idées différentes. Et en fait, je ne voulais pas afficher. Et en fait, on a encore séparé les groupes en 2. À un des groupes, on leur disait,
N'oubliez pas que vous pouvez faire autant d'idées de soustraction que d'addition que vous voulez, alors que l'autre groupe, on leur disait rien. Et donc, les idées de soustraction, c'est retirer la barre. Les idées d'addition, c'est ajouter une nouvelle barre. Ça peut être ajouter un drapeau, ça peut être, voilà, vous voyez, il y a plein d'ajouts de soustraction. Et puis après, il y a aussi d'autres idées de modification. Donc, il y a les 3 types d'idées, ajout, soustraction, modification. Et en fait, ce qu'avaient trouvé les chercheurs initialement, c'est un biais cognitif, encore un biais cognitif. Ce biais cognitif, en fait, il est intéressant, c'est qu'en fait, on se rend compte que spontanément, on va générer beaucoup plus d'idées additives que d'idées soustractives. Ça va être beaucoup plus facile pour nous de réfléchir à ajouter des trucs à ce parcours qu'à en enlever. Pourtant, on peut enlever plein de choses, hein, il y a plein d'éléments à enlever. Mais en fait, on va plutôt ajouter qu'enlever. Sauf dans le cas des indices, quand on dit aux personnes n'oubliez pas que vous pouvez ajouter ou soustraire des éléments, et ben en fait, ils vont avoir tendance à soustraire un peu plus que dans le cas où on ne leur a pas dit cet indice. Donc ça, c'est la réplication de l'étude initiale. En fait, moi, ce que j'ai fait cette année, c'est qu'en fait, je me suis dit, OK, c'est bien, il y a un biais cognitif, c'est-à-dire qu'effectivement, notre cerveau est tenté de faire plutôt de l'ajout que de la soustraction. Mais en fait, je me suis dit, il y a aussi un côté norme, c'est-à-dire qu'on est quand même poussé dans notre société à ajouter plutôt que soustraire. Et donc, j'ai testé ça, l'impact des normes, les normes descriptives versus les normes injonctives. Les normes descriptives, c'est que ferait la majorité des personnes, et les normes injonctives, c'est que veulent faire les personnes. Donc, un descriptif, c'est en général, et injonctif, c'est une sorte de volonté, une sorte de loi, quoi, ce que les gens veulent absolument faire. Et en fait, ce que j'ai pu montrer, c'est déjà répliquer l'effet et montrer que l'effet existe sur des participants français, alors que dans l'étude initiale, c'était des participants américains. Que l'effet est plus important pour les normes injonctives que pour les normes descriptives. Donc, c'est plus ce que les gens veulent faire que ce que les gens feraient. Et que du coup, le biais cognitif n'explique pas totalement l'effet de négligence. Et je vais revenir là-dessus juste après. En fait, je vais vous montrer un petit peu à quoi ça ressemble. C'est un graphique un petit peu compliqué, mais en fait, la seule chose que je voudrais que vous reteniez, c'est ici en orange, on a les idées d'ajout. Et en bleu-vert, les idées de... Je ne veux pas faire de débat sur quand s'arrête le bleu, quand s'arrête le vert. Mais en bleu-vert, vous avez les idées de soustraction. En fait, ce qu'on voit, c'est que très rapidement, on va générer ces idées d'ajout et de soustraction. Et qu'ensuite, vous voyez que la ligne ici va être continue, ce qui veut dire que dans les idées 5 ou 6 jusqu'à l'idée du coup 24, on va surtout faire des idées de changement et pas d'idées de soustraction ou d'idées d'addition. Et on voit que ces idées de soustraction et d'addition arrivent au début, donc il faut un effort conscient pour faire des idées de soustraction et d'addition, mais aussi qu'on génère beaucoup plus d'idées d'addition que d'idées de soustraction. Vous voyez que systématiquement, tout ce qui est en orange est au-dessus de ce qui est en bleu-vert. On a une Donc en petite fait, question. ouais. Pardon. C'est juste, est-ce que tu peux préciser l'unité des enfin, ce que c'est les axes, l'unité des axes ou ce qui se passe sur tes Alors du abscisseurs coup, donnés? ici, on a l'ordre des idées. Donc là, la question, c'est moi, je suis un participant. J'émets ma première idée. Cette idée, est-ce que c'est une idée additive, soustractive ou de modification? Si c'est une idée additive, ça a été en orange. Si ça a été une idée soustractive, ça a été en bleu-vert. Si ça a été une idée de modification, ça n'apparaît pas. Deuxième, je génère ma deuxième idée. C'est une idée soustractive, c'est en bleu-vert. C'est une idée additive, c'est en orange. Donc, ce qu'on observe, c'est qu'effectivement, dans les premières idées, on va avoir plus d'idées additives et soustractives, alors qu'ici, vu que ça n'avance pas, ça n'augmente pas, on a surtout généré des idées autres qu'additives et soustractives, c'est-à-dire des idées de modification. Et donc, tout apparaît dans les premières idées, et il y a beaucoup plus d'idées additives que d'idées soustractives. C'est vraiment ça que je voulais que vous reteniez, si vous aviez un truc à retenir, c'est on génère les idées additives et soustractives au début, mais on génère beaucoup plus d'idées additives que d'idées soustractives. Et en fait, ça a plein de conséquences, cette négligence de la soustraction, pardon, en anglais c'est subtractive. Cette négligence de la soustraction, ça a plein de conséquences différentes et je voulais vous montrer la portée que ça peut avoir. On parle par exemple de la gestion de la complexité en entreprise. Cette gestion de la complexité, elle provient de là en fait. Cette gestion de la complexité, c'est si à chaque fois qu'on devait créer un nouveau produit, typiquement voilà, un nouveau téléphone, on veut améliorer notre téléphone, qu'est-ce qu'on fait? En fait, on va avoir tendance à vouloir dire on va ajouter une nouvelle application. On va ajouter de nouvelles fonctionnalités à nos applications. Mais jamais on va se dire, ou très rarement, on va se dire on va supprimer des applications qui nous paraissaient inutiles. C'est pour ça que si vous achetez un smartphone Android, Samsung, Huawei, etc., vous allez avoir plein d'applications qui sont déjà préinstallées.
parce que ces fabricants-là se sont dit dans leur tête, ah bah si on leur ajoute plein de trucs, ils vont trouver ça vachement mieux. Ça fait partie en fait des conséquences de ce biais, quoi. On parle d'agilité adaptative du fait de la gestion de la complexité. Cette complexité provient du fait qu'on a ajouté beaucoup de processus, beaucoup de nouveautés dans la gestion des entreprises et on a besoin du coup d'une agilité adaptative par rapport à ça. Ça a touché beaucoup et il y a beaucoup d'études qui parlent de ça. Ça a touché beaucoup la supply chain en fait, qui est de plus en plus complexe parce qu'on a ajouté des nouveaux processus à cette supply chain qui devient en fait quasiment ingérable à l'échelle humaine et en fait on va avoir besoin d'automatiser beaucoup de choses. En fait, quand on y réfléchit, on n'en a pas forcément besoin. Ça touche aussi le monde du marketing, évidemment. Je vous ai parlé des téléphones, hein, mais dès qu'on parle de nouveautés, dès qu'on parle d'innovation, vous pouvez le constater autour de vous si ça vous parle, mais systématiquement, c'est ajouter de nouveaux trucs et pas enlever des trucs. Et ça a un effet beaucoup plus grave, et je voulais vous en parler et vous montrer un petit peu des exemples de ça, mais sur le réchauffement climatique, typiquement. Vous voyez, vous savez, j'imagine pas mal de choses à ce sujet, mais vous savez qu'il y a ce qu'on appelle un continent de poubelles. C'est pas tout à fait vrai, mais bon, peu importe. Et en fait, on pourrait se dire, bah, on va limiter au maximum le nombre de poubelles qui se trouvent dans ce continent de poubelles en limitant nos déchets à nous. Mais en fait, une des solutions qu'on a trouvées, c'est pas ça. Une des solutions qu'on a trouvées, c'est de créer un nouveau catamaran qui va permettre de récolter les déchets qui se trouvent en mer. Mais ce catamaran, pour le créer, ben, il va falloir aussi générer de la pollution qui va lui-même, forcément, il y a un moment donné, il ne va plus marcher. Du coup, il va falloir aussi le mettre à la benne, voire un petit peu recyclage, etc. Mais il n'empêche que l'idée, c'est on va ajouter une nouvelle chose plutôt que d'en supprimer. Autre exemple, on nous dit que la viande, ça pollue beaucoup. Il y a beaucoup de personnes qui disent bah, supprimons la viande, mais on a aussi beaucoup de personnes qui disent bah, ajoutons de Oh là, pardon, je suis allé un peu vite. Ajoutons de la viande de synthèse qui va nous permettre du coup de diminuer notre consommation de viande, pardon, mais c'est encore en ajoutant quelque chose. De la même manière, hein, on nous dit que les transports, ça pollue beaucoup. Eh bien, faisons du métavers et permettons de communiquer à distance avec les outils de visioconférence ou avec les Oculus ou tous ces genres de casques verts, etc. Le problème, et ça fait partie, j'aime beaucoup cette citation, donc je vais vous la montrer. C'est la citation en fait de Hugues Verboeuf qui dit: On se dit depuis une décennie que les possibilités en ligne, donc il parle vraiment hein, de ce métavers, que les possibilités en ligne devraient réduire les déplacements physiques et en réalité, il y a ajout et non pas substitution. Et en fait, on peut le constater, hein, aujourd'hui, les outils de visioconférence, ça marche très bien. La preuve, on y est là, ensemble. Mais bah, on peut constater qu'on va toujours au travail, il faut toujours se déplacer et qu'en fait, bah, on fait les deux alors qu'on aurait pu supprimer un plutôt que l'autre. Et donc finalement, on n'a pas du tout résolu le problème. De la même manière que créer de la viande de synthèse, ça ne résout pas le problème, ou que créer des catamarans, ça ne résout pas le problème, ça fait que déplacer le problème en ayant ajouté des nouvelles contraintes. De la même manière que dans la supply chain, on a voulu enlever des problèmes à la supply chain, mais en fait, on a créé encore des nouvelles contraintes liées à ça. De la même manière que quand on met des applications sur le téléphone, on enlève certains problèmes d'accessibilité, mais en fait, on crée de nouveaux problèmes de latence, de gestion de la RAM, etc. Take Home Message. Chaque méthode a développé ses règles de créativité. Vous le savez, hein, le brainstorming, il a 4 règles bien précises, le brainwriting, le sketchnoting, etc. Il y a plein de règles précises. Mais on peut rajouter quelques règles supplémentaires, comme par exemple ne pas demander explicitement à être créatif, parce que ça réduit un peu la créativité. Mais aussi une autre règle, c'est que ça ne sert à rien de s'entraîner à être créatif, et en particulier lorsque l'activité d'entraînement est routinier, on peut peut-être être un peu meilleur dans la créativité avec d'autres manières, comme par exemple casser cette routine. Et enfin, il est possible de donner des indices pour pousser la réflexion, en particulier lors d'ateliers de changement, quand on veut modifier quelque chose, changer quelque chose, améliorer quelque chose, on peut donner des indices. Par exemple, n'oubliez pas que sur ce processus, sur ce produit, vous pouvez ajouter autant qu'enlever des éléments. C'est un indice qui peut momentanément réduire le biais cognitif que l'on a par rapport à ça. Voilà, j'ai fini ma présentation. Il est 19h32, donc j'ai à peine dépassé. Ça va, ça Je va. vais, je vais couper pour pouvoir vous revoir. Et
Voilà, bah, du coup, ça va être le moment d'avoir des échanges. J'ai pas du tout suivi le chat, hein, bien évidemment, mais voilà, c'est le moment de poser des questions, si vous en avez. Bon, on ne me voit pas du tout, je vais. N'hésitez pas sur les questions à les poser soit sur le chat, soit directement à l'oral. Hein, c'est tant qu'à faire. Adrien, salut, j'aurais une... Ouais, Tu m'entends? oui, On oui, je t'entend, t'entends, ouais. Thierry. Ça va? Oui, oui. On se connaît bien. Euh, concernant PowerPoint, c'est c'est super tout ce que tu nous as montré parce qu'en fin de compte, ça montre que le produit, il fait ce pourquoi il a été conçu en 87. Ouais. Je me souviens quand on a commencé à l'utiliser et c'est par et est-ce que tu as des informations sur pourquoi on a continué en dehors du fait que Microsoft il pousse dans les écoles d'ingénieurs, dans les écoles de management à vendre ces solutions de Microsoft, pourquoi il est toujours aussi présent dans la communication, alors qu'on sait très bien en sens de communication que PowerPoint ça a été fait juste pour faire des bullet points, de l'information descendante, de la synthèse, et pas du tout pour faire de la mémorisation ou de l'interactivité. Est-ce que tu as de l'info là-dessus? Bah, alors PowerPoint, là vraiment, je me suis concentré sur le domaine de la formation. Dans le domaine du marketing, PowerPoint, c'est parfaitement logique, hein, parce que ça permet de très rapidement avoir les points essentiels et finalement d'avoir une démarche marketing claire et directe. Après, dans le monde de la formation, en fait, avant qu'il y ait PowerPoint, si on revient avant, les formateurs, enfin moi je vais parler surtout des professeurs d'université, utilisaient principalement des notes manuscrites, voire parfois des diapos, mais encore assez peu. Et en fait, faisaient vraiment une transmission orale. Le problème, c'est qu'on ne peut pas fliquer les transmissions orales, quoi. Enfin, si je devais résumer le truc rapidement, c'est que ça permet d'avoir du contrôle en fait sur ce qu'on crée les professeurs et se dire, bah, effectivement, il a bien bossé son sujet vu qu'il a un support à nous présenter. D'ailleurs, dans les organismes de formation, ça marche pareil en fait, hein. C'est qu'on demande aux formateurs d'avoir un support, non pas parce que le support est efficace pour transmettre de l'information, mais parce que ça permet de démontrer que le formateur a fait quelque chose, quoi. Donc, moi, je le vois comme ça. Et ensuite, il y a une autre manière de penser les choses, c'est aussi d'un point de vue du participant ou du point de vue de l'élève qui a l'impression d'avoir du contrôle en fait sur son apprentissage, de se dire bah, en fait même si je loupe, si je suis pas attentif à tel endroit, c'est pas grave parce que c'est sur le PowerPoint. Si je suis absent à tel moment, ça s'est d'ailleurs beaucoup vu sur le confinement et je pense d'ailleurs que à ce moment-là, c'était vraiment bénéfique le PowerPoint parce que ça permettait à des personnes qui n'avaient pas accès à l'enseignement de pouvoir quand même continuer à garder une trace grâce au PowerPoint. Mais de la même manière que s'ils avaient lu un livre, ça aurait probablement été aussi efficace, hein, je pense aussi. Donc, ouais. Mais D'ailleurs, le il y a des problème, périodes. un autre problème, et ça, tu vois, ça se fait. J'ai lu ça surtout au niveau américain, aux États-Unis. On note les profs. On note beaucoup les profs. En France, on le fait beaucoup dans les organismes de formation, mais on le fait moins à l'université. Et en fait, on note aussi les profs parce qu'ils ne donnent pas le PowerPoint, on va moins bien les noter. S'ils ont fait un PowerPoint qui n'était pas abouti, on va moins bien les noter. S'ils ont fait un PowerPoint qui ne permet pas, grâce au PowerPoint, d'avoir des bonnes notes au QCM, on va moins bien les noter. Donc, on a aussi une grosse pression. Les personnes qui créent les PowerPoint ont une pression de la part de leur hiérarchie de produire du contenu, mais aussi une pression de la part descendante de ceux à qui ils vont transmettre ce PowerPoint d'avoir un contenu de qualité parce qu'en fait, ils sont fliqués des deux côtés, quoi. Si je devais résumer le truc comme ça, quoi. Voilà, moi, c'est la manière que j'ai de l'interpréter, en tout cas. Il y a un comportement intéressant, c'est de pas donner de support de cours aux stagiaires pendant qu'on est en train de faire le cours et de leur mettre comme carotte à partir du moment où ils avancent un petit peu. On observe des comportements vraiment très différents. Donc on les oblige à suivre vraiment ce qui se passe et à interagir plutôt que de se dire bon bah de temps en temps je me déconnecte et de toute façon j'ai le support et voilà. Oui, ouais, il faut trouver aussi des petits jeux parce que si on est obligé d'utiliser le support, il faut effectivement trouver des petits subterfuges pour que le support soit pas essentiel. Après, il y a des domaines, ça s'applique plus, hein, les domaines type management, le support, il est vraiment là juste pour dire on en est là dans le cours. Mais en fait, le cours, c'est beaucoup des travaux les uns avec les autres, des sous-groupes, etc. Il y a des domaines où le support est un peu plus important, notamment
Oui, encore, même pas forcément d'ailleurs. Il n'y a pas Et, beaucoup de domaines sur lesquels le support est très important en fait, hein. et oui, oui, et ça, on peut le faire depuis que tout le monde a accepté de passer en distanciel, parce qu'en présentiel, avec les supports papier, bah voilà, on peut pas les priver de support, du moins pendant un certain temps. Ou on peut pas leur donner des parties de support pour garder une certaine intrigue Ouais. et les pousser à aller un petit peu plus loin. Après, moi, je reprends le milieu universitaire, mais dans le milieu universitaire, ça se fait très souvent que le support ne soit disponible qu'après le cours. Donc ça aussi, je sais que dans le monde de la formation, hein, c'est pas le cas parce que par exemple chez Orsys, on imprime le support physiquement. Donc là, Et ils oui. l'ont directement, mais ouais. Je vais voir, il y a contrainte, je regarde un petit peu dans le chat. Ouais, est-ce qu'il y avait d'autres Moi, je file, merci, questions? mais je suis malade. Bah, moi aussi, je suis malade. Donc. Euh, Contrainte égale créativité. Oui, contrainte égale créativité, ça c'est clair, hein. Plus la contrainte est faible, plus on va se disperser et moins on va être utile en fait. Il faut vraiment penser la créativité de cette manière-là, hein. C'est le nombre d'idées, l'originalité et l'utilité. Et le problème, c'est que moins on va avoir de contraintes, moins on va être utile à notre objectif. Donc forcément, la créativité est moindre à ce niveau-là. Pouvez-vous nous envoyer des attestations de participation à cette formation? Ça, Mickaël, je te laisse gérer, hein. Moi, je te Moi, laisse. j'ai une question pour toi, Adrien. Déjà, Ouais. avant tout, génial, c'est passionnant. Ton étude, elle est déjà disponible ou pas encore? Non, en fait, Active? j'espère le faire le plus rapidement possible, mais j'ai fait cette étude juste avant de rédiger ma thèse, et ma thèse, je dois la rédiger pour le 15 avril. De Donc cette là, je année? rédige ma thèse, et après le 15 avril, je vais essayer de publier les études qui me restent. J'ai cette étude-là, et j'ai une autre étude que je trouve hyper intéressante que j'ai faite. C'est une méta-analyse, donc là, c'est moi qui ai réalisé la méta-analyse sur les facteurs individuels et la créativité de groupe, c'est-à-dire bah, quelles personnes ensemble sont les meilleures pour les plus créatives en fait. Et en fait, on n'a pas d'études sur le sujet. J'ai trouvé 11 études au total et pas grand-chose de probant. En fait, le seul résultat dont je peux vous parler, c'est que les individus qui se sentent les plus créatifs sont les individus les plus créatifs. Ce qui est quand même d'un point de vue résultat pas très enrichissant, mais d'un point de vue scientifique, c'est la seule chose qu'on sait, quoi. Mais du coup, ma thèse sera disponible en libre accès sur HAL. HAL, c'est le site où il y a toutes les thèses. Donc, vous pourrez la lire si vous voulez. Et derrière, si vous voulez voir mes études, si vous allez sur Google Scholar, donc, je ne sais pas si vous savez comment ça fonctionne pour aller rechercher des études, mais en fait, il y a Google pour faire des recherches de manière générale, et il y a Google Scholar qui permet de rechercher des études, et vous tapez dessus Adrien Fillon et vous avez toutes mes études. Celle-là n'y est pas encore, bien sûr, mais il y en a d'autres. C'est vraiment Voilà. cool. De toute façon, moi, je vais aller fouiller là-dedans, c'est sûr. Parce que moi, une de mes questions, c'est dans tout ce que tu présentais, est-ce que la mixité ou des groupes a été pris en compte ou pas? Et bien, Mixité, juste, tu veux c'est dire dans âge, l'étude genre, origine. tu peux répéter? Ah non, je disais, tu sais, mixité des groupes présents, ça veut dire âge, genre, mixité sociale, origine, etc., etc. Bah alors moi, dans ma méta-analyse de créativité avec les facteurs personnels, j'ai regardé comment ça fonctionnait. Et en fait, bah, clairement, c'est quasiment que des étudiants de licence, hein. Ok. Donc, pour moi, je trouve que c'est des études d'une qualité assez faible parce que la généralisabilité est très faible, hein, parce que les étudiants de licence n'ont pas forcément le même type de créativité que des adultes qui sont déjà au travail, qui ont voilà, déjà un vécu différent et qui, du coup, vont avoir une mémoire différente et donc une créativité associée à leur mémoire différente. Donc, voilà, globalement, je pense que ce pas des études très intéressantes parce qu'en fait, ils font ce qu'on appelle un échantillonnage de convenance. C'est-à-dire qu'ils prennent les participants les plus faciles d'accès pour eux, quoi. Et c'est un peu dommage, quoi. Mm. Et Michael qui a levé la main Ouais, mais pour une question. c'était une remarque, c'est pas complètement une question, mais il y a un résultat qui m'a surpris, c'est celui sur la créativité et la routine. Et on entend quand même beaucoup quand on écoute des gens sur des métiers créatifs, des artistes, des gens qui ont une routine, qui ont une façon de faire. Mais bon, je pense qu'une partie de la réponse, il faudrait aller regarder en détail, mais elle doit se situer sur qu'est-ce qu'on a évalué Et quand oui. on parle de l'originalité, effectivement, comme critère de la créativité. Mais je trouvais ça intéressant parce qu'intuitivement, on voit quand même qu'il y a des gens pour qui ça a l'air de marcher la routine. Oui, mais en fait, tu vois, typiquement, si on prend les artistes, les peintres,
Ouais. Les experts en peinture peuvent te dire, bah, telle peinture, ça appartient à c'est telle personne qui l'a faite. Mais pourquoi il l'a Ouais. faite? C'est parce qu'en fait, il y a une marque. Mais cette marque fait que, bah, en fait, c'est sa routine à lui. Ouais, ouais. C'est ces patterns de routine à lui qui nous permettent, à nous de dire, bah, c'est cette personne-là qui a fait telle chose. Donc, en fait, il n'est pas original. Il est Ouais. original par rapport aux autres, mais il n'est pas Bien original par vu. rapport à ses propres idées à lui. Bien C'est ce vu, que je oui. veux dire. Ouais, je vois bien. Et Yes, puis, et puis l'humain a besoin de routine pour travailler carrément. dans tout. Ne serait-ce que Oui, pour installer ses patterns cognitifs de récompense. Et donc, ça me semble logique que aussi dans la créativité, tout s'y part. Et c'est aussi pour ça que les groupes de rock, à un moment, bah, ils s'arrêtent parce que ils n'arrivent plus à être créatifs. Hein. mais ouais, ouais, tout Yes. à fait. Je sais Il n'y a pas plus s'il nous rien. reste une ou l'autre question. Sinon, déjà, j'en profite avant que ça arrive. Moi, que déjà, grand merci. Puis j'ai vu dans le chat aussi à Adrien, hein, je trouve que vraiment, ça apporte pas mal d'avoir plein d'éclairages différents. Enfin, je pense que ça, on n'a pas tous les mêmes pratiques ou les mêmes terrains d'application, mais je pense qu'on a tous pris des trucs qui vont être utiles dans plein d'endroits. Donc, c'est hyper chouette. Puis ça rend des choses accessibles qui ne le sont pas forcément non plus quand on n'est pas dedans tout le temps. Donc voilà, moi j'avais juste ça à dire, je suis très content. Je précise aussi, parce que j'ai eu quelques questions pendant, que les replays, on les remet sur la chaîne, celui-là sera disponible sur la chaîne YouTube. Donc si vous voulez recommander à quelqu'un de venir passer un œil, d'ailleurs sur un bout de la vidéo, enfin, ou surtout avec plaisir. Adrien, toi on te retrouve, je crois, surtout sur LinkedIn, non? On me Ou retrouve, non, Instagram sur aussi. Instagram, sur LinkedIn, c'est Yes. vraiment sporadique. On me retrouve surtout sur Instagram si vous y êtes. Mon compte s'appelle Dr Papers, donc docteur en français et Papers, Papers. Et ça parle beaucoup de psychologie, pas trop gamification, donc voilà, mais c'est toujours intéressant. Ça parle un peu de choses du quotidien, je vulgarise des articles scientifiques sur plein de sujets différents, mais pas trop de gamification, c'est vrai. Ouais. Je garde ça pour Yes. feedback. Yes, bah, je ne sais pas s'il reste une ou l'autre question, mais sinon, grand merci. Merci aussi à tous d'être venus, d'avoir participé, d'avoir partagé des questions, des remarques. Eh bien oui, merci à tous. Yes. Bon, bah, je crois qu'on est bon, tu as répondu à toutes les questions. Ouais, j'ai l'impression. Ouais. Yes. Si, j'avais un petit truc concernant la standardisation des, des approches de décision. Je voulais te demander la différence que tu faisais entre euh, la standardisation que tu avais mis en bas de la liste Ouais. et puis l'algorithme, qui est aussi une Ouais. standardisation quelque part. Oui, en fait, quand je pensais à l'algorithme, en fait, c'était mélanger de la prise de décision à des algorithmes. C'est-à-dire qu'on va pouvoir avoir un logiciel. Typiquement, dans le domaine des assurances, ça marche comme ça. Hein. On a un logiciel, on rentre plein de données différentes et à la fin, ils nous disent, bah voilà, vous allez indemniser jusqu'à tant telle personne, mais ça va lui coûter tant par mois. Et donc, ça fait un algorithme comme ça. Et derrière, la décision humaine va être, est-ce que j'autorise la personne à prendre cette assurance ou pas? Voire même, des fois, cet algorithme va dire, bah, en fait, il y a 3 choix possibles pour vous et vous allez décider par rapport à ça. Pour ce qui est de la standardisation, c'était plutôt une sorte d'arbre de décision à laquelle je pensais. L'arbre de décision, c'est de se dire, en fait, on va contraindre ma prise de décision en disant, si oui, ceci, sinon cela. Ici, OK, si oui, ceci, sinon cela. Donc, c'est un petit peu des approches un peu différentes, mais en réalité, le concept est le même pour tout. Hein. L'idée derrière, c'est de contraindre la prise de décision à ce qu'elle soit la plus rationnelle possible et qu'il y ait le moins de différences interindividuelles. Et oui, donc les outils d'aide à la décision, enfin les méthodes telles Elect, Prométhée, tout ça, tu les mets dans la première catégorie, Ouais, et que derrière, voilà, et puis en bas, on met plutôt tout ce qui est schéma BPMN, qui permet de modéliser les processus de décision. des schémas de PNL, BPMN, BPMN, non, ça je connais pas. voilà, c'est la modélisation des processus au business, et comme ça, on arrive à modéliser Ok. les processus de management. Ah, j'imagine que oui, alors oui. C'est des arbres de décision, mais beaucoup plus sophistiqués, où il y a des liens de connexion, des choses comme ça. D'accord. Yes. Bah, Super. au Ça va faire du possible. bruit, je vais couper l'enregistrement. Hop. Ça marche, bah, de toute